Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Comme dans d'autres secteurs, le gouvernement béninois a engagé des réformes dans le secteur du sport. Ces réformes ont été exposées par le ministre des Sports Benoît Dato lors d'une émission. Les détails pour cette édition. Le gouvernement béninois félicite Donald Trump, élu nouvellement président des États-Unis, ce à travers un message. Nous y reviendrons dans cette édition. Campagne de commercialisation du coton graine 2024-2025. Le lancement officiel se tiendra à Sinandé le 14 novembre prochain. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Depuis 2016, le Bénin a accueilli un nouveau gouvernement avec à sa tête le président Talon. Les réformes opérées par ce gouvernement dans le secteur des sports ont été exposées lors d'une émission par le ministre des Sports Benoît Dato. À l'occasion, il a notamment parlé des actions menées dès sa prise de fonction. Je précise que c'était lors de l'émission PAG 2024-2026, réédition des comptes, animée par les confrères Herman Amégan et Di Corel Seignonzou. Suivons ensemble. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. Alors, monsieur le ministre, vous en parlez, vous particulièrement, vous êtes en pause depuis octobre 2023. Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris comme action? Dans un premier temps, nous avons commencé par sceller un nouveau pacte avec le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations pour une gestion plus efficace et plus efficiente des activités sportives. Dans un deuxième temps, nous avons entamé la réorganisation des directions techniques nationales. Nous avons procédé à des formations certifiantes des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour la performance du programme des classes sportives. La restructuration des subventions allouées aux fédérations et aux clubs sportifs. Et puis une meilleure prise en charge des équipes nationales des autres disciplines sportives. À cet effet, cette année, nous avons alloué une subvention d'un montant de 3 186 320 200 francs qui sont destinés à accompagner la préparation et la participation de nos différentes équipes nationales sans distinction aux compétitions internationales majeures. La finalisation, par exemple, du projet de construction des académies dont 4 académies sportives ont été prévues et dont le lancement est imminent. Il s'agit, entre autres, d'une académie nationale, de 2 académies régionales et une dédiée exclusivement aux jeunes filles. Le tout dernier né, qui est le projet dénommé 0-10 ans synergie éducative et sportive, est dédié aux enfants des écoles primaires
et vise principalement le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants. Toujours au cours de cette émission, Benoît Dato a fait le point des diverses infrastructures construites par le gouvernement Talon et celles engagées dans le cadre de la formation des acteurs sportifs. On le suit à nouveau. Ces infrastructures sportives témoignent de la volonté du gouvernement à asseoir la pratique des disciplines sportives dans des conditions adéquates, le respect des réglementations, l'image, le confort des téléspectateurs, la durabilité des dites installations sportives et la sécurité. Nous avons développé ce projet de façon méthodique. D'abord, au plan national, il y a eu une optimisation de la rénovation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Il faut dire ici que nous avons encore quelques travaux à réaliser pour être totalement optimal. La décision du gouvernement de redorer les stades René Pleven, Charles de Gaulle et Parakou, le stade René Pleven bientôt transformé en un complexe sportif de type urbain, le stade Charles de Gaulle en cours de réhabilitation en stade d'honneur iconique avec de l'écrin textile autour des gradins, des terrains d'entraînement et une délocalisation des aires de jeu de main. Puis à Parakou, la construction d'un stade moderne de type omnisport. Ensuite, au plan départemental, une première phase de construction de 4 stades omnisports aux normes internationales sont construits, fonctionnels, ouverts au public et concédés à des clubs professionnels. Il s'agit des stades départementaux de Djougou, d'Abomey, de Pobé et de Aplaoui. Je tiens à rappeler que les 7 chefs-lieux de département restants bénéficieront de leur stade pour le compte de la seconde phase. Enfin, au niveau de nos communes, la première phase a consisté à la construction de 18 stades de type omnisport dans 18 localités, dans 18 communes, à savoir Banikoara, Malanville, Tanguieta, Kouandé, Bembereke, Niki, Wessé, Savalou, Kové, Grand Popo, Kome, Dogbo, Djakotome, Adjoun, Avrankou, Ouida et Tofo. Ces joyaux abritent de nos jours, comme vous le savez, des matchs de notre championnat, des championnats professionnels et amateurs. Alors, monsieur le ministre, vous venez de nous parler de ce qui est fait. Et ce qui est promis et qui n'est pas encore fait et qui semble peut-être oublié, c'est bien sûr la construction des académies de formation. Où en est-on par rapport à ce projet? Je l'ai dit tantôt, le programme que nous avons mis en œuvre est un programme qui est structuré et qui est déployé de manière méthodique. Il faut ajouter que les études techniques comptant pour le démarrage des travaux de construction des académies sont en cours de finalisation. Il y aura bientôt une académie à caractère national intégrée dans le programme global de CME-City. Dans cette académie, on aura, outre les principales disciplines, une académie de tennis avec des cours en terre battue, en dur et en gazon. Il y aura 2 académies régionales, dont une à Parakou et l'autre à Porto Novo, et puis une académie de jeunes filles à Lokossa pour la pratique du sport. La diplomatie béninoise a adressé ce mercredi un message de félicitations au président élu nouvellement des États-Unis, Donald Trump, et à son vice-président J.D. Vance, et a salué leur victoire électorale. Par cette démarche, le gouvernement béninois souhaite approfondir les partenariats avec les États-Unis, favoriser la collaboration et promouvoir la prospérité mondiale, peut-on lire dans le message envoyé par les autorités béninoises. Parlons toujours de la victoire à la présidentielle de Donald Trump. Ce dernier est attendu désormais en tant que président après avoir remporté cette victoire de 270 grands électeurs face à Kamala Harris, son adversaire. Et il est attendu déjà sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines, selon l'analyste politique Hamzat Abdoulaye. On l'écoute au micro de Quentin Amsou. L'élection de Donald Trump va changer beaucoup de choses parce qu'il est attendu sur le plan économique. Il y a une inflation galopante qui inquiète plus d'un aux États-Unis. Il y a la question de la monnaie, du poids de la monnaie. Il y a la question des ressources. Il y a la question du taux de chômage qui inquiète également plus d'un. Il y a également la réindustrialisation des États-Unis qui est un sujet majeur qui tient à cœur à Donald Trump.
Et je pense qu'il va beaucoup plus se focaliser sur ces points-là et se concentrer surtout sur les intérêts des Américains aux États-Unis. Alors la question de la géopolitique est également une question qui est posée et qui revient incessamment. Est-ce qu'il va vraiment mettre fin à la guerre en Ukraine en une seule journée? Est-ce qu'il va essayer d'apaiser les tensions au Proche et au Moyen-Orient? Est-ce qu'il va annoncer le retrait des forces américaines un peu partout dans le monde? C'est autant de questions qui méritent beaucoup plus d'attention, mais de façon stratégique. Et l'ayant déjà observé sous son premier mandat en 2016 et 2020, Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Donc c'est quelqu'un qui va se concentrer absolument sur les États-Unis, sur les intérêts des Américains et va certainement mettre fin aux multiples guerres auxquelles l'image des militaires américains sont associés et collés. Ce qui est aussi certain, je finirai là-dessus, c'est que nous sommes vers une nouvelle ère, je vais dire, une nouvelle ère qui va permettre à Donald Trump de gouverner avec quasiment toutes les coudées franches, dans la mesure où les démocrates également viennent de perdre le Sénat, ce qui est quand même un signe majeur en politique, puisque les républicains dominent la Chambre des représentants, mais là également ils sont majoritaires au sein du Sénat et viennent de remporter la Maison-Blanche. C'est un signe énorme pour la politique américaine qui met vraiment en avant les républicains et qui veut aussi dire que les Américains ont été déçus de la gestion des démocrates et de Joe Biden durant ces 4 dernières années. Et les démocrates, bien entendu, doivent également prendre des leçons par rapport à cette défaite. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que Joe Biden a mal fait d'avoir quitté la course à la présidence en laissant que 109 jours, 107 jours à Kamala Harris pour se préparer? Donc c'est autant de questions qui méritent aujourd'hui beaucoup d'attention pour aboutir à des issues certaines. Cette édition se poursuit. Près de 150 migrants béninois bloqués en Algérie pourraient bientôt trouver une issue favorable à leur situation, ce après plusieurs mois d'attente dans des conditions difficiles. Pour ce faire, une mission béninoise en collaboration avec l'OIM se rendra sur les terres algériennes dans les semaines à venir. Cette mission va procéder à l'occasion à l'identification et à la délivrance des documents de rapatriement dans le cadre d'un programme de retour volontaire. La Criette a rejeté ce 6 novembre la remise en liberté provisoire de 18 détenus inculpés dans l'affaire navire ayant échoué à Fidjrosset sur les côtes de Cotonou, et le dossier a été renvoyé au jeudi 28 novembre prochain pour continuation. La prochaine audience va permettre de faire les débats sur les faits reprochés aux prévenus dans le dit dossier. Autre information, le gouvernement béninois a donné son feu vert pour le démarrage de la campagne de commercialisation du coton graine 2024-2025, ce en Conseil des ministres du 6 novembre 2024. La cérémonie officielle se tiendra le 14 novembre 2024 à Silondé. Et pour la dite campagne, le Bénin affiche une production de 600 063 tonnes de coton graine, soit une hausse de 1,99% par rapport à la saison précédente. Un résultat qui consolide la position du pays sur la scène régionale, où il se classe deuxième derrière le Mali. Il faut aussi noter que la cérémonie se tiendra en présence des principaux acteurs du secteur cotonnier, soulignant l'importance de la dite filière pour l'économie béninoise. Spiritualité dans cette édition, comme la communauté des détenteurs du secret des 7 cieux, allie spiritualité et convivialité, fusionnant les mystères anciens avec la sagesse contemporaine. Le représentant mondial a apporté des informations précises sur la dite communauté lors de son interview avec Djesugo Gwenon. On l'écoute. La communauté des détenteurs du secret des 7 cieux, le CDSSC,
a deux objectifs. Ça a un objectif, ça a un côté spirituel et un côté entraide. Le côté spirituel, c'est l'enseignement de la connaissance, de la pratique de la connaissance, du secret de la pratique de la connaissance, sans laquelle nul ne peut accéder au Créateur. Si on parle de la connaissance, nous ne parlons pas de la connaissance intellectuelle, nous parlons de la connaissance spirituelle. C'est une pratique dont nous sommes le détenteur et nous avons reçu l'autorisation en Inde de donner cette pratique à la communauté. Le deuxième volet, c'est le côté entraide que les gens croient comme aide. Si nous parlons de l'entraide dans la communauté des détenteurs du secret des 7 cieux, c'est comme un passeport international qui peut te faire voyager dans tous les pays. Ce n'est pas parce que ça va te passer dans l'aéroport. Un passeport comme ce collier, quand tu es dans la communauté, tu dois être détenteur de ce collier, qui est comme un passeport. Quand tu rentres dans n'importe quelle administration, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artisan, ou tu rentres dans n'importe quel pays, tu rencontres quelqu'un de la communauté. Tes services sont favorables. Tu déposes un dossier n'importe où, tu rencontres quelqu'un de la communauté, ton dossier passe comme sur la roulette. Et supposons, tu es un artisan, tu es un maçon, tu es un menuisier dans la communauté. Quelqu'un de la communauté qui a un chantier, qui a quelque chose à faire dans la communauté, quelqu'un de la communauté ne peut aller commander quelqu'un, par exemple, si tu veux construire une maison, tu dois confier le chantier obligatoirement. S'il y a un maçon, un menuisier dans la communauté, à ton entourage, c'est à eux obligatoirement que tu dois confier le chantier. Tu vends quelque chose, tu vas au marché, tu vois quelqu'un de la communauté, et tu vois quelqu'un à côté qui n'est pas de la communauté, tu es obligé d'acheter chez la personne qui est dans la communauté. Maintenant, le vendeur aussi a le devoir de favoriser la vente, de te dire le prix réel, parce qu'il a prêté serment pour ça. Donc c'est à peu près ce qu'on peut expliquer pour le moment, en bref, sur la communauté des détenteurs du secret des 7 cieux. Le reste s'expliquera par les conférences de presse, dans les enseignements, très clairs. Toujours en ce qui concerne la spiritualité dans cette édition, comment comprendre les 3 étapes après la mort? En ce qui concerne, il s'agit plus précisément de l'enfer, le purgatoire et du ciel. Le spiritualiste Wilfried Akmovo en parle au micro de Jacques Marion d'Almida. Ça, c'est des concepts qui montrent en fait les différents niveaux qu'occupe l'âme après avoir transité. Vous voyez, généralement, quand on meurt sur Terre, nous avons 7 corps. Donc, quand on quitte le corps physique, notre vie se retire dans le corps suivant, qui est le corps éthérique, ou le corps astral. Et dans ce corps, nous traversons différentes régions. Et généralement, l'enfer est associé à toutes les pensées négatives que nous émettons, à toutes les émotions négatives que nous émettons, à toutes les actions négatives que nous avons commises et à toutes les paroles négatives que nous avons dites. C'est ça l'enfer. Généralement, on nous dit, vous voyez, chaque jour, la conscience collective nous dote d'une énergie. Je prends un exemple. C'est que dans la journée, on vous donne 100 pièces qui constituent en fait des talents que vous devez utiliser. Ces talents-là, dans la journée, il y aura des moments où vous serez heureux. Là, vous les utilisez à bon escient. Dans la journée, il y aura des moments où vous serez triste, où vous allez insulter, vous allez faire des choses qui ne reflètent pas que vous êtes des fils de Dieu. Et on dit qu'il y a des hiérarchies qui traversent dans le bas astral, qui sont les cliphotiques, qui rassemblent ces énergies-là et qui les stockent. Quand vous quittez la Terre, vous serez confronté à ces énergies dégradées que vous avez produites quand vous étiez sur Terre. Et c'est ça en fait l'enfer. Le purgatoire est une zone de transition entre l'enfer et le paradis. On vous dira que dans le monde astral, que vous avez
cette région. Et vous avez la 4e région qui est une région que nous appelons purgatoire. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette région-là, l'homme est isolé. Et la plupart du temps, nous nous rendons citoyens du monde du purgatoire quand nous refusons par exemple de répondre à nos téléphones. Quand nous refusons de porter aide et assistance à ceux qui nous appellent, nous sommes là, on crie au secours et on dit ça, ce n'est pas mon problème. Bref, quand nous refusons de vivre dans la société dans laquelle nous sommes, nous deviendrons de façon certaine des habitants du monde du purgatoire. Société, dans cette édition, le phénomène de la grossesse chez les adolescentes devient de plus en plus récurrent dans nos sociétés. À qui la faute? Élément de réponse avec les citoyens rencontrés à Cotonou au micro de Conté Amoussou. Ma fille a 16 ans et elle est allée goûter la chose qui a mené une grossesse. Est-ce que c'est de sa faute? Premièrement, moi j'accuse les parents d'abord, avant d'aller accuser la fille. Parce que la première faute revient aux parents. Maintenant, la deuxième faute revient aux filles. Il y a des parents qui donnent tout à leurs filles, qui font tout côté éducatif. Malgré ça, l'école de la vie amène ces filles à se comporter autrement, d'où les conséquences sont les grossesses indésirées. Oui, en tant que bon père de famille, je vais d'abord voir ma propre faute à moi d'abord. Ma propre faute qui a permis à ce que ma fille aille dans ce sens-là. C'est sûr que j'en ai pour quelque chose. Têtue qu'elle soit ou pas, ou bien que je l'ai dit, ou bien sa mère aurait dit, et que peut-être n'a pas entendu. Voilà que la loi dit qu'il faut avoir 18 ans avant de se marier. Bon, mais la loi n'a pas interdit avant 18 ans de faire enfant. Et parce que puberté, quoi? Il y a à l'âge de puberté, il y a de l'âge à l'âge de 15 ans, 14 ans, voire 16 ans, 17 ans. Surtout, villette au puberté, mais déjà, pas vivre tout ici. Où est la puberté, mais où est la puberté, nous ayons dans une donnée, nous sommes ça maintenant, nous sommes connus. Et les radios, nous sommes bon, yo ayi moho. Amana nyene, mara tout a été dans mon mélémagnon, j'ai dit que ton bemeso. Ben mélémagnon, au vinébile que toi ya jajigbe. Ni ma hoene, ma wa ndiene. Mena yiro bokuno nui. Bona yiro mo adon la kon. Bona do kwepo. Ena jiviro. Ba où est vivre dans quoi. Si je la renvoie de la maison, est-ce que c'est ça la solution? Je ne vois pas si c'est la solution. Maintenant, il y a d'autres parents qui ne prennent même pas soin de leurs filles. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne prends pas soin de ta fille, de tes enfants filles à la maison, alors attends-toi à tout. Hein. Si à 16 ans, elle est allée tenir une grossesse, tu n'as pas le droit de la rejeter. Tu dois la mener à la maison, la mener à la raison et l'aider à accoucher. Pour les gens, mais titan ouais, mi jivi mi ton vieux donc il vient 14 ans, 15 ans. Mi yiro ibon kono nous société dit sunu po dije sunu po nyon po ton. To mi la mo mi do modo din lo. E na wa ete e na gbere. O nyon nu ne. Mi e ma ka nyon nu gbigbele ma yun. Gbigbele do u e kun egbonu. Mi le yan se sin wa e din e yon mo. Àmọ́ e do conséquences de ni akweso wo do ko ele. Abaye na jewe àmọ́ abedin haroko edo inconvénient no gbezan to eji mi na kun egbigboro bo na kun edagbe lo ene mi to pin kuno ye ni mi le te ado na igbo lo ngan mi le mi o yonu mo koton. Actualité hors de nos frontières à présent. Une trentaine de personnalités politiques, dont Anne Hidalgo du PS, Laurent Wauquiez du LR et Yannick Jadot des écologistes, appellent ce jeudi 7 novembre solennellement le gouvernement à soutenir une action de nation forte et symbolique pour le boycott de la COP 29 organisée à partir de lundi en Azerbaïdjan dans une tribune publiée dans le Figaro, qualifié de honte par bon nombre d'élus siégeant sur tous les bancs du Parlement. La tenue de cette conférence ne doit pas servir à cautionner le régime autocratique pollueur et corrupteur de l'Azerbaïdjan, ni encourager ses visées expansionnistes ou dévastatrices. Peut-on lire des signataires qui comptent également
Olivier Faure du PS, Sylvain Maillard de la Renaissance, François-Xavier Bellamy du LR ou encore Stéphane Ravier, ex-Reconquête. Autre information de nos frontières, un juge militaire américain a déclaré valable l'accord de paix négocié pour Khalid Sheikh Mohamed, considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2021, une décision pourtant évoquée début août dernier de la Pentecôte par le Pentagone après le fort émoi suscité auprès de nombreux proches des près de 3000 victimes, a indiqué ce jeudi un responsable américain en échange d'une sentence de réclusion criminelle à perpétuité. Selon les médias américains, Khalid Sheikh Mohamed, qui s'était vanté auprès d'enquêteurs d'avoir imaginé et organisé les attentats les plus meurtriers de l'histoire, évite grâce à cet accord un procès où il encourait la peine de mort. Mais cette décision, annoncée fin juillet dernier, avait choqué de nombreux proches aux victimes et a suscité même des virulentes critiques dans le camp républicain dans un pays en pleine campagne présidentielle. Dernière information de nos frontières en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou démet de ses fonctions son ministre de la Défense. La raison officielle évoquée est que la confiance est érodée, écrit le cabinet de Benjamin Netanyahou. Le limogeage de Yoav Gallant est arrivé sur fond d'une affaire retentissante en Israël. Il s'agit de la fuite de faux documents classés confidentiels et M. Netanyahou chercherait à faire porter le chapeau à son désormais ancien ministre de la Défense, estime des analystes israéliens. Actuellement, les regards se tournent vers le Premier ministre israélien, mais la justice doit encore le prouver alors que plusieurs de ses collaborateurs viennent d'être arrêtés pendant qu'ils viennent d'être arrêtés, le ministre israélien, lui, il choisit de faire porter le chapeau à son ministre de la Défense selon ses analystes. Sport à présent, le Conseil national des supporters du Bénin, CNSB, est une association de supporters qui se donne pour mission de soutenir les équipes nationales du Bénin. Pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025, la CNSB se prépare activement pour constituer un 12e homme fort pour amener les Guépards à la qualification. Marwan Salou, porte-parole du Conseil, donne les détails lors de son passage sur l'émission Sport Plus de ESAE TV. On l'écoute. La chose la plus difficile reste ce qui doit se passer le 14. Parce que le 14, les gens ne savent pas, le Bénin joue sa qualification à la CAN. Il faut gagner le Nigeria et se foutre de tout le reste. Parce qu'en gagnant le Nigeria, nous obligeons le Nigeria à jouer sa vie sur son match contre le Rwanda à domicile. Et donc, ce qui va nous donner la qualification. Ce qui va nous donner directement la qualification. Donc pour cela, le CNSB a l'habitude, depuis que le CNSB est créé, jadis la FEBAS, ensuite le CNSB, de se mobiliser. Vous savez, l'animation, le soutien aux équipes nationales, ce qui est visible, c'est ce que vous voyez dans les tribunes. Au-delà des tribunes, il y a beaucoup de choses qui se font. Et d'ailleurs, nous avons commencé depuis quelques semaines, à travers les offices religieux, à travers tout ce que nous avons de culturel pour inviter le peuple, l'esprit de la nation Bénin à être avec les Guépards. Parce que vous avez beau être des joueurs expérimentés, il y a des joueurs sans. Et donc nous appelons tout ce que nous avons comme divinité, le Dieu, l'absolu, de les accompagner afin que ce 14-là soit le jour le plus important de leur vie. Que ce soit le jour où tous seront chanceux dans les deux surfaces. Parce qu'il ne suffit pas d'être chanceux dans sa propre surface. Il faut l'être aussi de l'autre côté pour marquer des buts. Voilà. Donc, nous implorons et nous faisons ce que nous pouvons faire. Ça, ce n'est pas visible. Et l'autre chose que vous pouvez voir, vous ne voyez pas assez, ce sont les répétitions. Et ça se fait au stade général. Au stade général, oui. Vous avez le rendez-vous, ça se fait le mercredi. Et le samedi, on se prépare au tout dernier, avant de prendre le départ le lundi, dans l'après-midi sur Abidjan, parce que cette fois-ci, il faut s'y rendre tôt. Ce serait une erreur d'oublier le match d'Abidjan.
Je pense qu'il faut concentrer toutes les énergies sur ce match. Sur le match d'Abidjan d'abord. Il ne faut pas jouer le second match. Le second match, c'est à venir. Il faut tout faire pour gagner ce match. Oui. En gagnant ce match, vous avez toutes les chances d'être à la CAN. Et donc, je pense qu'il faut focaliser les énergies sur ce match. Bien sûr. Quand on va finir de gagner le Nigeria, on va penser à l'utilité d'aller à Benghazi. Je vous le dis très honnêtement, ce qui est plus important, c'est que tous les Béninois regardent dans la même direction, qu'on ne soit pas dispersés. L'essentiel, c'est la victoire sur les Green Eagles. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition.